je suis venu ce soir, le RIC, j'en ai entendu parler comme ça par les réseaux sociaux, je ne savais pas trop. En fait, j'étais venu un petit peu à la base pour prendre des informations un petit peu technico machin, pour savoir comment c'était, notamment en termes de démocratie participative, parce que justement, sur notre liste, et ça me rend pas mal. Ce que je trouve d'intéressant dans cette idée, c'est que c'est quand même une information ascendante, dans le sens où c'est la base, si j'ai bien compris, qui réclame à la tête de gérer les choses. C'est ça Je vous laisse venir, mais après je réagirai. C'est pas la base qui sollicite ou qui dit nous on veut ça. Alors, le RIC, il repose sur deux. Alors, c'est référendum d'initiative citoyenne. Il repose sur deux grands piliers. Le premier pilier, c'est l'initiative, d'abord. L'initiative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel citoyen, n'importe lequel, donc même un lobby, même un méchant, d'accord, même un corrompu, même un homme politique, n'importe quel citoyen peut lancer un sujet et peut le lancer auprès de la société. N'importe lequel. Donc ça, c'est important. C'est vraiment important d'accepter cette idée-là. Elle n'est déjà pas acceptée par la majorité des gens qui nous gouvernent. De quel droit n'importe quel citoyen peut lancer n'importe quel sujet? De quel droit? C'est la démocratie. C'est le principe fondamental. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, que nous n'avons jamais appliqué, à savoir que n'importe quel citoyen doit concourir à l'écriture de la loi. C'est écrit, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, 1790 pour la déclaration. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et à une époque où la société était très agraire, le niveau scolaire était on ne peut plus ras des pâquerettes, et ils avaient déjà cette croyance que n'importe quel citoyen valait autant qu'un aristocrate ou qu'un bourgeois. Donc ça, c'est le premier pilier. N'importe qui peut lancer un sujet. Mais ce n'est pas parce qu'il lance le sujet que ça va aboutir. Il va falloir qu'il fédère autour de lui et convainc les gens que ce sujet peut avoir une visée locale, parce qu'on peut faire des RIC locaux, une visée régionale, ça peut être au niveau régional, mais au niveau national aussi. Donc il y a plusieurs niveaux du RIC. Il ne faut pas focaliser que sur le RIC national. Et à partir de là, s'engage toute une campagne référendaire. Où là, cette fois-ci, on va être obligé, c'est pas si j'ai envie ou parce que je suis un groupe sympa. Obligé, donc l'État injecte de l'argent dans la campagne référendaire. Et la campagne référendaire, c'est quoi? C'est des conférences comme aujourd'hui, c'est des débats, mais des vrais débats, c'est des créneaux d'antenne à la télé à des heures d'écoute, et pas à 2 ou 3 heures du matin. Donc ça débloque des moyens. On a le droit, après nous, en tant que citoyens, ou le demandeur, l'initiateur, a le droit d'obtenir tous les documents juridiques et fiscaux nécessaires au bon déroulement de cette campagne référendaire. C'est pour ça qu'ils n'en veulent pas. Parce que là, ça leur fait peur. Ah bah oui, parce que ça veut dire que moi, j'aurai un accès aux archives nationales. J'aurai un accès directement aux archives de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'aurai un accès au Conseil d'État. J'aurai un accès à tout ce qui est fiscal. Autant vous dire que là, ça commence à les inquiéter. Vous voyez, vous commencez peut-être à comprendre l'intérêt du RIC. Parce que je ne veux pas seulement moi avoir un accès, c'est que maintenant, après, je vais diffuser l'information. Et je ne suis pas un journaliste, moi. Moi, je ne veux pas faire un travail de journaliste. Je veux faire un travail de citoyen qui a envie que son sujet soit réellement mis sur la table. Et donc, je vais déballer, et je vais déballer, et je vais déballer. Mais on est bien d'accord, pour que ce soit bien clair, c'est que pour que le RIC démarre, il faut que la personne qui lance quelque chose fédère un certain nombre de gens à définir autour de lui. Parce que sinon, c'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Donc, c'est pas la foire où je fais n'importe quoi avec n'importe qui. N'importe qui a le droit d'émettre une idée, un avis ou une demande, mais il faut qu'il s'entoure de gens qui sont d'accord avec lui. Et à partir du moment où il y a un certain nombre de gens qui sont d'accord avec lui, qui sont définis par des règles communales ou nationales ou départementales, le RIC se met en place. Est-ce que c'est clair là? Mais c'est pas n'importe quoi. Et alors après, le deuxième grand pilier... C'est pas une personne qui va décider pour 10 000 ou plus. Voilà. Et justement, c'est ça le... Si. Non, mais non, c'est pas une personne. Si. Non. Elle pourrait, vous, demain, votre combat personnel, individuel, si vous avez envie de lancer une initiative, vous pouvez le faire. Oui. Ça existe dans l'ICE, ce qu'on appelle l'ICE aujourd'hui. Oui. Quand vous dites fédérer, c'est quoi? C'est un pourcentage d'une population concernée? En Suisse, c'est 2%. Donc c'est... Est-ce qu'il y a des
Il n'y a rien. Ben non, il n'y a Il n'y a rien. rien. Il n'y a que le RIB de merde où il te faut 10% du Il y a corps le électoral. RIL qui existe. Au niveau local, Le RIL, ouais, voilà. le référendum d'initiative C'est locale. 20%, alors là c'est les derniers trucs, sont 20% dans les communes et 10% dans les communautés de communes et communautés d'habitants. Voilà. Et donc pour vous dire pourquoi en fait on peut se faire piéger si nous tous, nous ne discutons pas des modalités. Le RIP, le RIL, alors le RIP c'est le référendum d'initiative partagé, mais moi je l'appelle parlementaire, parce qu'il n'a jamais été partagé par quoi que ce soit, c'est les parlementaires qui décident. Et le RIL c'est le local. Et qu'est-ce que... Ces outils-là n'ont jamais été utilisés. La preuve c'est que le RIP, on ne va pas aboutir. Et le RIL, il y en a très peu qui ont été faits en France depuis 2003, depuis qu'il existe, 2003. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi ils ne fonctionnent pas? Parce que les taux pour déclencher des RIL ou des RIP ont volontairement été mis, moi c'est pas un accident, ils ont volontairement été mis extrêmement élevés, sachant que lorsque vous demandez 10% du corps électoral, 4,7 millions d'individus, quand aujourd'hui, dans un pays comme la France, qui n'est pas habitué à signer des pétitions, nous ne sommes pas la Suisse, on n'est pas habitué. On a toujours un doute quand quelqu'un nous tend quelque chose, on ne sait pas, on n'a pas envie de mettre notre nom sur Internet, etc. Donc quand on n'est pas habitué à signer des pétitions, mettre un tel taux, c'est volontairement empêcher que ça arrive. D'ailleurs, tu me disais, je me rappelle, c'est une autre conférence qu'on a fait, que le taux moyen mondial, c'est 1 million. Alors, c'est 1%. 1%. Tous les pays qui sont réellement démocratiques, sérieux, on parle de 1%. En Suisse, pour déclencher, c'est 2%, entre 0,5 et 2% selon le RIC qu'il déclenche. Mais jamais 10%. Jamais, quelle folie! Mais quelle folie! Lorsque vous déclenchez 10%, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'avant même d'avoir commencé la campagne référendaire, vous avez quasiment la certitude que tout le monde va signer. Parce que statistiquement, là on parle de mathématiques, on sait que lorsque vous arrivez à mobiliser 10% du corps électoral, le reste c'est un peu une lettre à la poste. Parce que le reste, c'est surtout des moutons de panurge. Ils suivront, bêtement, sans même savoir, sans même lire. 1%, c'est nettement plus ambitieux, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, pendant la campagne référendaire, les gens ils vont aller faire du porte-à-porte, ils vont discuter sur les marchés, ils iront à la télé, etc. Ils vont essayer de convaincre. Mais ça ne veut pas dire que ça marchera. Et après, vous avez le référendum. Donc le deuxième grand pilier du RIC, c'est le référendum. Et là, initiative, n'importe qui peut lancer un sujet. Référendum, n'importe qui peut décider. N'importe qui peut prendre une décision. Et à la valeur de loi, c'est important. Vous avez des référendums dans le monde qui ne sont qu'à visée consultative. C'est-à-dire que si ça marche dans le sens de ceux qui posent la question, ils vous diront c'est la démocratie, c'est génial, regardez, j'ai le soutien de la population. Et si ça ne marche pas, ils diront c'est une bande de tarés quand même, ils n'étaient pas informés et nous on est des grands garçons, on va prendre la décision à leur place. Donc un référendum doit avoir valeur de loi. Ça doit être non pas consultatif, mais obligatoire, d'accord? Il doit avoir légal. Et ce qui est important, c'est que dans le référendum, la manière de poser la question est tout aussi importante que la question. Et la manière dont vous donnez l'axe de réponse, oui ou non, c'est pas la même chose que si je vous dis plutôt d'accord, neutre, plutôt pas d'accord, pas d'accord. La réponse est différente si, dans le neutre, vous pourrez considérer que c'est du nul, ou pas. C'est différent si vous prenez l'abstention ou pas. Il y a des pays qui prennent tout ça en considération. Assaillant, ils ont joué le jeu. Assaillant, ils ont mené comme ça des campagnes référendaires où ils ont accepté les nuls et ils ont accepté les abstentions. Vous voyez, c'est important, le RIC est très bien codifié en tous les cas. Oui, moi je voulais dire, puisqu'on parle d'expérience aussi des fois basique, en tant que syndicaliste, puisque je suis syndicaliste, j'ai tout le temps été pour, effectivement, un maximum de démocratie, démocratie dans les bagarres, quoi. Que ce soit pas uniquement le syndicat, parce que quand on parle de personnel politique corrompu, il y en a aussi dans le mouvement syndical. Je n'osais pas te le dire. Non, mais tout à fait. Mais c'est de la lui-même. On le sait, et c'est effectivement quelque chose à dénoncer, quand on peut mettre le doigt dessus. Ceci dit, ça ne résume pas tout, quoi. Alors, la démocratie, au niveau d'une bagarre, c'est effectivement que ce ne soit pas le syndicat qui dirige, lorsque, seul, lorsqu'il y a une grève, que ce soit bien les grévistes qui décident
bon, de l'avenir de leur mouvement, de choses comme ça. Je pense que ici, bon, on a eu de nombreux débats sur ces questions-là, et je pense qu'effectivement, c'est une question qui touche tout le monde, quoi, à moins d'être complètement insensible à la façon dont sont gérées les choses. Sur la question de la corruption, je le dis, bon, mouvement politique, mouvement syndical, bon, mouvement des journalistes, bon, mais un tas de... Elle est un peu partout. Bon, ceci dit, quand je t'écoutais, tu dénonces, tu mets le doigt sur des hommes politiques et des femmes politiques, bon, qui s'en sont mis plein les poches ou qui profitent de leur pouvoir, bon, pour le faire. Bon, il y en a aussi qui sont parfaitement réactionnaires, qui sont hostiles au mouvement populaire et qui sont honnêtes. Oui, non, mais j'en connais. Oui, non, mais voilà, moi, je pensais quand tu disais ça, je me disais, et la mère Thatcher qui a cassé le mouvement des mineurs, elle était honnête ou pas honnête? J'ai pas assez d'informations sur Thatcher. C'est pour ça que l'honnêteté, à mon avis, c'est bien, pour mieux être honnête que malhonnête, on est bien d'accord, hein. Bon, mais c'est pas une valeur en soi, tu vois. Bon, est-ce qu'il y a pas des... Je réfléchissais à ça quand tu parlais. Bon, je voudrais pas être provocateur, mais bon, il y a bien des fascistes honnêtes. Oui. Bon, eh bien moi je suis pas pour. Mais, voilà. Non, mais est-ce que tu penses... Si demain tu as un référendum... Attends. Vas-y. Attends. Si demain il y a un référendum... Ça donne mal fait, on le laisse. Pourquoi pas? Mais qui est-ce qui vote? Donc qui est-ce qui vote? Tout le monde. Tiens, on a parlé de peuple tout à l'heure. J'avais eu cette discussion avec Fred, qui était là une fois. On était à la porte d'un carrefour. Bon, et je le dis comme ça parce que c'est pas une définition qui me semble si pertinente que ça. Peuple. Et qui a pourtant été bien utilisée. Par les Gilets jaunes, des fois par les syndicats, dans cette même salle. Le peuple de France, bah, c'est aussi bien le patron de chez Carrefour, mais par contre, la nana qui fait le ménage et qui est maghrébine, elle ne fait pas partie. C'est pas le peuple de France. Bah, moi, je suis aussi attaché à elle qu'à l'autre, largement plus même. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses comme ça qui va falloir quand même approfondir. Pour tout ça... Attends, vas-y. Je termine. Et qui sont effectivement, j'en regrette de le dire, j'en fais pas un achat comme ça, hein, mais on vit avec des problèmes de classe dans la société. Alors, si effectivement, on peut trouver à un moment une solution, un raccourci pour résoudre des problèmes d'injustice, bon, je suis preneur, mais je me méfie quand même, parce que je me dis, ça peut même se retourner contre nous. Tu as une société aujourd'hui, bon, qui devient une société, admettons, c'est une possibilité, raciste, anti-immigré, etc. Tu as un référendum, et puis bon, on est contre la population, la majorité est contre. C'est une arme qui peut devenir... Non, alors, attends. On se plie à ça. Non, d'abord, je ne me plie pas à ça. Non, moi, je me plierai pas. Mais moi non plus. Mais tu oublies, vraiment, encore une fois, tu prêtes, excuse-moi, je t'arrête, parce que sinon ça peut... C'est que tu prêtes des intentions au peuple qui ne sont pas réelles. Dans tous les endroits. Mais le peuple, tu fais voter les curés, tu fais voter les militaires, tu fais voter tout. Mais je fais voter... Déjà pour remettre les choses, un fasciste honnête, comme toi, j'en veux pas. Mais encore une fois, moi j'essaye de monter les marches d'escalier un par un. Donc ok, on se débarrasse d'abord des malotrus, des corrompus, etc. S'il reste quelques fascistes honnêtes, mais dans un deuxième temps, on s'en occupera. Parce que le peuple n'est pas si con. À partir du moment où tu sais, c'est des pentes. Tous ces gens-là, c'est des pentes. Donc à partir du moment où tu te retrouves avec une majorité de gens honnêtes à l'Assemblée nationale, les gens malhonnêtes n'ont plus leur place. Moi, je l'ai vécu quand j'étais maire adjoint à Évry. C'était tenu, il y avait des quartiers qui étaient tenus par des groupes malfaisants. Des groupes malfaisants. Et la population autour avait tellement peur qu'elle leur laissait l'espace libre. L'espace libre. En 2 ans, j'ai remis des fleurs dans ces quartiers-là. J'ai monté des fêtes populaires avec des populations entières. Les malfaisants étaient devenus en minorité et se sont cassés parce qu'ils n'avaient plus leur place à l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut changer le système et les règles. Parce que si tu changes le système et les règles, entre guillemets, les malfaisants, j'emploie volontairement un mot qui est neutre, ne se sentent plus bien à l'intérieur et n'ont plus d'espace de liberté, n'ont plus d'espace pour respirer. Et à un moment donné, ils se cassent. Moi, ce que je constate par contre aujourd'hui, et c'est que des élus honnêtes, j'en connais plein. Isabelle Attard, j'en ai connu, ils ne sont pas tous pourris. 95% des élus honnêtes n'ont pas été réélus. Aujourd'hui. Et je les connais. Donc là, il y a un travail à faire. Et un gros travail à faire. Parce que c'est vrai qu'un élu net, et j'en ai fait partie. Quand quelqu'un va, est-ce que tu peux me trouver un logement? Non, tu fais le tour.
tu prends la queue. Ah ouais, mais je ne voterai pas pour toi. Tu peux m'avoir une réduction? Ben non, pourquoi tu veux que je te le donne? Tu gagnes 3 000 € par mois. Moi, je ne te donnerai pas de réduction. Ben, je ne voterai plus pour toi. Et ben, tu sais qu'il faut être pour ne pas tomber dans le piège. Et moi, je l'ai vécu. J'étais conseiller régional. J'étais président de la formation professionnelle. On m'a proposé des comptes en banque à 6 chiffres. 6 chiffres. Au Luxembourg, en Suisse. Ben, il y a des soirs, je me dis, putain, quand j'ai du mal à payer mes factures, qu'est-ce que j'étais con. Mieux, bien sûr. Mais ce que je veux aussi rajouter, bon, et c'est une réponse en même temps, il est parti. Bon, celui qui était derrière. Bon, le mouvement social, il importe parce que c'est lui qui fait changer les consciences. Quand les gens se remuent le cul, quand il y a une grève de 10 millions de personnes ou de 5 millions de personnes, c'est autre chose que ce qu'on a connu dernièrement. Ça fait remuer les consciences. Alors, sur, effectivement, des intérêts objectifs contre les puissants, mais aussi l'ensemble des consciences. Regardez, on a parlé de mai 68 tout à l'heure, ça a été évoqué comme ça. Bon, j'avais envie de dire, et c'est pour ça que je le dis, ça a changé quand même radicalement les choses dans le pays. Pendant un temps. Oui, mais pas d'une façon définitive. Excuse-moi. Ça a changé quand même. Mais même, regarde, même les problèmes sociétaux. Mais... En dehors des problèmes de classe, les problèmes sociétaux tels que le problème des femmes, sur la sexualité et autres, ça vient effectivement d'un mouvement social. Tu sais, je connais. Non, c'est pas. J'avais 13 ans. J'avais 13 ans, j'étais délégué de mon lycée. Donc je peux dire que je connais. Et mes parents m'ont couru après parce que justement j'étais sur les barricades et j'avais que 13 ans. Le problème, et je fais très attention à ce que je suis en train de dire, moi je dis qu'aujourd'hui on doit inventer des nouveaux systèmes de combat. J'en ai parlé à Martinez il n'y a pas longtemps. Je lui dis, tu demandes aux éboueurs, entre guillemets, qui crèvent déjà la dalle, de faire grève alors qu'ils n'ont pas déjà pas de pognon. J'ai des mecs à la Poste, dans le 92, ils ont fait 15 mois de grève. 15 mois de grève. La queue entre les jambes. Le problème aujourd'hui... Les mineurs ici aussi, tu sais, les mineurs, ils faisaient 3 mois de grève. Non mais tu te rends compte? C'est ça qui a créé la conscience. Non mais 15 mois de grève. Oui, aujourd'hui en plus ils ont changé les lois. Parce que les élections, tu sais, je suis pas anarchiste. Non mais j'ai bien compris. Les élections, si elles représentaient vraiment un danger pour la société, aujourd'hui, elles seraient interdites. C'est un slogan anarchiste. Mais je sais. Il fait sourire un petit peu, mais il y a quand même un fond de vérité. C'est Coluche qui l'a dit. Mais si déjà les gens arrêtaient de voter pour des pourris, ça serait bien. Tu sais, ou que quand il y a un pourri, on se force à aller aux urnes et à voter pour autre chose qu'un pourri. Ça serait bien. Et ça ne se fait pas. Parce qu'on peut les baiser par l'intérieur. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas. Je dis toujours, un élu, et moi j'en ai dénoncé un paquet, il ne fait jamais une saloperie tout seul. Hein. Il y a la secrétaire qui tape le rapport. Il y a le conseil municipal qui vote la saloperie du maire. Il y a plein de choses derrière qui font que... Il faut qu'aussi on arrête d'avoir peur du pouvoir. D'avoir peur parce que c'est lui, on dit rien. Ou de dire, bah c'est pas grave, de toute manière, ils sont comme ça depuis le début, ça va continuer. Nous sommes le nombre, nous sommes la force, mais on s'en sert pas. On s'en sert pas. Et je dis qu'il faut inventer d'autres moyens aujourd'hui que la grève. Parce que les gens n'ont pas de pognon. Aujourd'hui, ils ont passé une loi où avant, on te retirait par mois de grève, on te retirait 4 jours. 4 jours qui étaient étalés, c'est-à-dire que la grève était étalée. Maintenant, ils te prennent l'ensemble de ton salaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu 0 centime et qui doivent de pognon à travers les charges sociales et qui n'ont eu aucun salaire. Donc je l'ai dit à Martinez, si tu fais ça, bonhomme, fais-le tout le monde en même temps, bloquons le pays. C'est pas si simple, t'appuies pas sur un bouton rouge. Mais je sais bien. Je sais bien, mais je suis assez fou quand je vois Martinez qui donne des ordres de grève différenciés. Toi, tu le fais le lundi, toi, tu le fais le mardi, toi, tu le fais le mercredi. Pourquoi on ne fait pas tout en même temps? Combien de temps on a attendu les gilets jaunes? Les gilets jaunes, combien de temps on a attendu, malgré le fait qu'ils étaient bloqués, que les syndicats nous rejoignent? Il y a d'autres questions. Pardon. Il y a d'autres questions. Merci. Alors, il reste 5 personnes qui voudraient prendre la parole. Et franchement, autant les personnes qui sont à la tribune que les personnes qui veulent prendre la parole dans la salle, on essaye de limiter à 2 minutes. Ok. Voilà. C'est dur. C'est dur. Je fais ma méchante. Non, mais il faut... Alors, question. Qui? Chantal. Oui, moi. C'est Chantal? Oui. D'accord. On va faire Non, mais excuse-moi, je suis désespérément hétéro, j'ai 6 enfants. Est-ce qu'il y a un micro?
Un micro, un micro. Peut-être le micro, là. Il est HS. Celui-là, sinon. Il y a à peu près 15 ans, Oui, ça ira. il y a à peu près 15 ans, il y avait une émission sur la salle de Arte. Ça s'appelait, je ne sais plus le nom, ça s'appelait, je ne sais pas. Et ça se passait en Afrique. Près d'une grande ville, il y avait un ghetto. Et dans ce ghetto-là, à chaque élection municipale, régionale, nationale, les politiques venaient les voir, des promesses et des promesses, toujours des promesses. Et ils avaient rarement, ils avaient peut-être 1 ou 2% des problèmes, c'est tout. Dans ce ghetto-là, il y avait à peu près 10 000, 15 000 personnes. Dans ce ghetto-là, on crevait de faim. Et il y avait à peu près 50% de chômage, sinon plus. Ça durait des années et des années. Un jour, dans ce ghetto, quelques-uns ont dit, un peu comme les Gilets jaunes, vous, les politiques dehors. Du jour au lendemain, à chaque fois qu'un politicien venait, le ghetto, on le mettait dehors. Dehors. Dans ce ghetto-là, on se jurait par eux-mêmes. La liberté totale et le partage. 5 ans après, dans ce ghetto, on ne mourait plus de faim et 95% des gens avaient un boulot. Ce qui prouve que si l'être humain a une conscience, se retrousse les manches, on peut vivre sans politique. Bon, c'est pas extrême, mais c'est un exemple concret. 5 ans. 50% de chômage, et on crevait de faim. 5 ans après, plus personne ne crevait de faim. Rien à ajouter. Moi, je voudrais revenir quand même sur... je suis complètement d'accord avec la revendication du RIC et tout ce que vous avez dit. Mais je voudrais quand même revenir sur un petit détail qui me paraît significatif d'une fragilité. C'est l'exemple de la Suisse. Démocratie, effectivement, de bien meilleure qualité que la nôtre. Référendum, etc. Bon. Mais au niveau de la situation sociale et économique, le partage de la richesse en Suisse, c'est un gros problème. C'est-à-dire que la richesse qui est produite par le travail, elle va aux patrons, aux actionnaires. C'est les actionnaire qui ont le plus de pouvoir et le plus de richesse. Et ça, le fait qu'il y ait la démocratie, ça ne change rien à ça. Parce qu'il y a des appareils idéologiques, des systèmes de manière d'influencer l'opinion, qui font que chaque fois que l'opinion est consultée, eh bien, on sait le résultat. Il est prévisible, le résultat. Parce que ce sont des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative et que le seul système possible, c'est le système capitaliste. À partir du moment où l'opinion est formatée, conditionnée à penser cela, là, effectivement, ça ne peut pas bouger. Et donc, moi, je pense qu'il faut traiter, en fait, 3 problèmes en même temps, sur lesquels il faut avancer, et je pense qu'on a l'énergie pour le faire. Que simplement, il y a des moments où ça se cristallise, et puis d'autres moments où ce n'est pas fait. Il faut, effectivement, c'est la question de la crise démocratique, qui est en question avec le référendum d'initiative citoyenne. C'est cette crise démocratique qui est grave, que vous avez bien montré, et qui est scandaleuse. Mais il y a aussi une crise sociale de la répartition des richesses. Quand on pense que, si vous voulez, il y a 10 millions de gens qui vivent dans une pauvreté, en dessous du seuil de pauvreté, comment ça se fait que ce soit encore possible, ça? Que la richesse soit aussi mal répartie? Et puis, il faudrait dire un tout petit mot, quelqu'un en a parlé, merci, avec la crise écologique, qui est aussi dramatique que les 2 précédentes. Et tout cela, c'est le même problème. C'est un système économique qui est incapable de s'imposer par lui-même, c'est évident, des systèmes d'autorégulation. Il faut qu'il soit régulé par des rapports de force. Sinon, il ne se régulera pas. On peut être d'accord. Et donc ça, c'est effectivement, par la démocratie, une réforme profonde de la démocratie, et le RIC est un premier pas. Quand vous disiez pas à pas, vous avez raison, mais c'est aussi la crise sociale, et puis c'est
l'entreprise écologique. On est bien d'accord, mais Hakim a bien dit tout à l'heure, et je parle sous son contrôle, qu'il ne s'agit pas de reproduire systématiquement ce qu'ont fait les autres. Donc c'est vrai que le RIC, entre guillemets, capitaliste qu'il peut y avoir en Suisse, on n'est pas obligé de le faire nous. Et je pense qu'on ne le fera pas avec la mentalité qu'on a, parce que nous, on est plus pour un partage que pour un profit d'actionnaire. Donc il ne faut pas voir que le mal. Prenons le bon de ce qu'il y a et gardons et faisons notre propre RIC français. Enfin, je parle sous tout contrôle. Et alors pour la Suisse est aussi un État fédéral qui manipule donc 4 langues officielles. Je mets au défi la France d'être en capacité d'avoir une nation unie comme la Suisse peut l'être, en ayant 4 langues différentes et en ayant un pouvoir régional aussi puissant que les cantons l'ont. En termes de disparité, en termes de pauvreté et de richesse, c'est incomparable par rapport à la France. C'est-à-dire, oui, bien sûr qu'ils ont des pauvres. Là, de nouveau, c'est un scoop. Mais au Venezuela aussi, ils ont des pauvres. Et ils ont un RIC aussi. Et ils ne sont pas capitalistes. À moins que je me sois trompé. Donc, encore une fois, ce n'est pas un outil de gauche ou de droite. Et encore une fois, on peut prendre l'exemple de la Suisse. Bon, on y trouvera des trucs intéressants. Mais ce qui est aussi important de voir, c'est que ce qui se passe dans le canton de Vaud ou dans le canton de donc Lausanne, Genève, etc., n'a absolument rien à voir avec le canton de Zurich. Pourquoi ? Parce qu'à Zurich, ils sont extrêmement riches et ils ont une culture germanophone, tandis qu'à Genève, ils sont plutôt une culture francophone, plus solidaire que les autres. Donc c'est pareil, il faut aller, si on veut vraiment comparer les choses, il faut aller faire du cas par cas, parce que c'est ça la Suisse, hein, c'est du cas par cas. Et encore une fois, si on prend le RIC comme étant monolithique, un seul type de RIC, on se trompe. Vous pourriez être très séduit par le RIC révocatoire. Parce que de quoi on est en train de parler là ? Là, depuis tout à l'heure, ce que vous me dites, c'est le RIC législatif, hein, pas plus. Mais il y a le RIC constituant. N'oubliez pas, il y a d'autres RIC, il y en a plein d'autres, les traités. Donc, s'enferrer comme ça sur une vision où vous calquez comme ça vos visions politiques dessus, moi je veux bien, encore une fois, mais il va falloir m'expliquer en quoi le RIC révocatoire va permettre à la bourgeoisie ou de je ne sais quoi de prendre le pouvoir ou de ne plus le prendre. Moi, je m'en fiche, moi, qu'un élu soit honnête ou malhonnête, qu'il me paraisse honnête ou malhonnête. C'est à partir du moment où je sais que j'ai des règles qui dégageront les malhonnêtes. Moi, il peut venir se présenter et me dire, vous savez, j'étais enfant de cœur, toute ma vie, j'ai eu le cœur sur la main et j'ai fait les plus belles choses, regardez mon passé, je vous ai parlé de ce qui s'est passé en Haïti. Je n'ai pas de croyance dans ces gens-là, parce que le pouvoir rend fou, le pouvoir nous transforme. Il n'a pas transformé Philippe, mais combien tu en as vu qui sont rentrés en politique, mais magnifiques. C'était des gens magnifiques et qui sont devenus des ordures. Je me serais tué pour certains. Il faut des règles. Et moi, toute ma vie, j'intransigerai avec les règles. Parce que les règles sont nos garde-fous. C'est ce qui nous protège des mafieux. Les mafieux ne peuvent pas agir dans un périmètre qui est contrôlé. Ils agissent dans un périmètre qui n'est pas contrôlé. Ou dont eux font le contrôle. Et à partir de là, ils feront les lois qu'ils veulent. Et moi, je ne veux pas qu'ils fassent les lois qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est un outil parmi tant d'autres et qu'on est obligé de prendre autre chose. Si on faisait que ça, on est d'accord. On part à notre terme. Je pense aussi qu'on est tous super pressés, que tout arrive tout de suite. On trouve qu'un an et quelques mois, c'est beaucoup trop. Et on a raison, mais c'était prévu d'avance, c'était couru d'avance. Il n'y avait aucune chance que ça marche différemment. Et je ne sais pas si on se rend vraiment compte que les gens sont en train de bouger, les gens comprennent. Moi, je ne peux pas sortir dans la rue pour des raisons physiques, on s'en fout. Mais je matraque les gens autour de moi, je joue sur les réseaux, je fais ce que je peux. Au début, je me faisais envoyer chier en permanence. En permanence, on m'a traité de tous les noms, etc. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a des gens qui ont été manifestés et qui ne l'ont pas dit parce qu'ils ne voulaient pas que je le sache. Ça me fait un plaisir de fou. C'est juste, les gens sont en train de bouger, les gens sont en train d'évoluer. De par mon métier,
surface et des petits magasins locaux, etc., je vois dans mon portefeuille client que les gens qui sont dans les grandes surfaces sont en train de souffrir. Les petits magasins, les petites quincailleries du coin, etc., sont en train de voir arriver des nouveaux clients. Ils sont en train de voir, pas encore leur chiffre d'affaires qui explose parce que ça ne se passera pas en 5 minutes, mais ils sont en train de commencer à voir que les gens changent d'avis, changent d'attitude, n'ont plus envie d'aller voir la grande surface. On commence à voir du local, on commence à chercher du fabriqué en France, on commence à faire les choses bougent, les gens sont en train de vraiment changer de conscience et il faut leur laisser le temps, il faut continuer à les matraquer, il faut continuer à les convaincre. Oui, parce que la matraque. La matraque, on voit pour ça. Non, mais la matraque fait beaucoup de choses pour ça. La matraque, elle fait beaucoup de choses. Non mais, je suis d'accord avec toi, en plus de ça, je le dis souvent, nous sommes aujourd'hui dans ce que j'appelle un combat à mort. Soit nous gagnons, et nous y risquons peut-être d'avoir une société qui irait vers une troisième voie, je pèse mes mots, qui est un peu plus basée sur le partage, soit on perd. Et je peux vous assurer qu'avec ce qui est en train de se mettre en place, nous allons tous, pas nous, parce que nous on ne verra peut-être pas, mais nos enfants et nos petits-enfants vont pleurer. Donc le combat que je mène, et moi je le prends comme ça, c'est un combat à mort, où eux gagnent, et on est mort socialement, etc., où nous gagnons, et nous aurons peut-être, parce que je n'ai pas la prétention de dire qu'on va y arriver, nous aurons peut-être une société un peu plus équitable. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire une multi-action. Il faut qu'on ait un RIC. Oui. En local, en national, en machin, en tout, il faut qu'on ait des actions de boycott personnel. Je pousse. J'ai monté une association dont je suis le parrain depuis 5 ans, que je vous conseille, prenez vos crayons, qui s'appelle iboycott.org. iboycott.org. C'est une association où on est strictement dans la loi, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, on ne boycotte pas les produits, parce que c'est interdit par la loi, il faut le savoir, ils ont verrouillé tout, mais on achète un autre produit. Je vous donne un exemple, on a lancé une campagne il y a 2 ou 3 ans contre le thon, je dis toujours petit bateau, non, petit navire, où on s'est aperçu que petit navire raclait le fond des sols avec des chaluts, et pour récupérer un thon, bousiller l'ensemble du sol. Nous avons envoyé, et c'est là où je disais qu'il y a des nouveaux combats, nous avons envoyé 50 000 mails à peu près, aux patrons de petits navires, en disant, attention monsieur, si vous continuez à racler le fond avec votre chalut, nous allons acheter une autre marque de thon. Et nous allons acheter une autre marque de thon. Parce que nous sommes encore démocratie, on peut choisir notre boîte de thon. Ce que je vous dis, je vous jure que c'est vrai, 15 jours après, le patron de Petit Navire nous écrivait pour dire je change mes méthodes de pêche. Tout ça pour vous dire que le multi-combat, avec des multi-façons de se battre, peut porter ses fruits si nous sommes longs. Là aujourd'hui, j'ai entamé une campagne avec iBoycott, nous faisons un procès à Amazon. Vous avez été contrôlé là pour les tons là ? Oui, ça a été contrôlé, ben oui. Nous sommes 2991 à avoir versé 5 € pour entamer une procédure de procès à Amazon. Et notre procédure de procès a été acceptée. Donc nous pouvons aujourd'hui entamer des nouveaux combats. Et par exemple, si je prends Amazon, c'est pas que Amazon. Oui. Amazon, c'est influent, etc. Et il faut se battre contre Amazon. Mais derrière Amazon, il y a des petits commerçants, il y a des petits locaux. Ce qu'il faut éduquer les gens sur le fait que quand vous allez acheter sur Amazon ou qui que ce soit, sur les marketplaces, ce qui est important, c'est qui est le vendeur, d'aller vérifier que c'est un vendeur en France, d'aller vérifier que c'est pas l'entrepôt Amazon ou c'est Timo qui est derrière, d'aller vérifier que c'est bien un petit commerçant qui est derrière, parce que ça peut faire vivre une petite boutique qui est au fin fond. Tu prêches un convaincu. Je sais pas où. Mais oui, vous savez, ça, Amazon, typiquement, ça, c'est l'aboutissement de l'échec des citoyens. Moi, j'étais responsable de production pour Pixmania. Pixmania, c'était en 2007, ouais. Nous avions eu le WARD, donc le prix. Ok, le prix, merci. Le prix du meilleur site de l'e-commerce européen en 2007. Amazon n'existait pas. N'était pas présent en Europe, n'était pas présent en Europe. Et en 2009, Amazon arrive. Et en un an, il ramasse tous les contrats. Et en 2011, moi j'y étais, j'ai été licencié.
En 2011, Pixmania, redressement judiciaire. Et 2012, ils mettent la clé sous la porte. Nous avons donc un fleuron français, européen, du e-commerce. Tout le monde crie Google est américain, Amazon est américain. Nous avions Pixmania, qui était l'équivalent d'un Amazon. Et il faut voir comment les choses se sont passées. Quand Amazon est arrivé, ils ont corrompu nos hommes politiques. Et ils ont obtenu des avantages fiscaux que personne n'a jamais obtenus. À savoir, ils ne payaient pas d'impôts, ils payaient très très mal leurs employés, il y avait une couverture sociale qui n'existait pas, et en plus, ils faisaient signer des contrats totalement illégaux d'exclusivité avec chacun des fournisseurs. Et pour rajouter au pompon, la livraison était gratuite. Donc nous, Pixmania, c'était impossible de suivre. Impossible. On était soumis aux règles européennes, on payait des impôts, etc. C'était impossible. Ça, c'était une vraie tranche de vie que je vous raconte. Et on est mort. Et c'est pas faute d'avoir essayé de prévenir la population en disant attention, ce qui est en train de faire Amazon, nous l'avons vu dans d'autres pays, et ils l'ont fait ailleurs. Nous savons aujourd'hui qu'ils sont en position de monopole et que c'est un ordre que nous ne pouvons plus bouger. Parce que c'est important ça. Aujourd'hui on peut tous, c'est dégueulasse, c'est des corrompus Amazon, mais Amazon est un ordre. Essayez d'attaquer Amazon, vous êtes un moustique face à un cuirassé. Il ne vous sent pas. Votre piqûre de moustique, il ne la sent pas du tout. Pourquoi? Parce que nous avons laissé faire cette situation. Et des Amazon, il y en existe beaucoup en Europe, beaucoup en France, où on arrive en bout de course, et aujourd'hui, à part pleurer, à part s'énerver, à part sortir dans la rue, on n'a pas d'autre moyen. Nous aurions eu un RIC, et nous aurions eu une mécanique institutionnelle. Nous pouvions nous saisir. Nous pouvions les traîner en justice. Ils ne payaient pas leurs impôts. Nous aurions pu montrer à la population que, attention, en 2009, c'est dangereux. Dans 3 ans, ils seront trop puissants, comme ça se passe aux États-Unis. Et vous ne pouvez plus les attaquer. Les Américains appellent ça too big to fail. Trop gros pour tomber. Ils sont massifs, ils sont beaucoup trop puissants. Et aujourd'hui, nous sommes face à des gens comme ça. Être privé d'outils citoyens, institutionnels, c'est continuer à générer ce type d'ogre. Alors, juste, c'est mon dernier point. En fait, ma question principale à la fin, c'était, mais moi je suis pas dans un parti ou municipal ou quoi que ce soit. Je suis juste un mandat. À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, la première chose que vous avez dit, c'était que vous en parliez autour de vous. Et bien déjà, ça c'est super. Parce que vous n'imaginez pas à quel point c'est déjà difficile. Le nombre de personnes qui peuvent acquiescer lors de nos conférences, ou alors qui sur Facebook, like, comme ça, ils adorent ça. Mais moi, ça j'appelle ça des révolutionnaires de pacotille. Parce que ça fait rien, il se passe rien. En revanche, dans un déjeuner familial, un dîner familial, s'opposer à la masse, essayer d'éveiller les consciences de son grand-père, de sa mère, de son frère, de je ne sais qui, de ses enfants. Mais ça commence par ça. Ça commence par ça. Tenir bon face à vos collègues, vous renseigner, vous documenter, aller chercher de l'information, mais de la vraie information, pas du truc de bas étage, de ras d'égout. De la vraie information. Cultivez-vous, suivez des cours d'université populaire. C'est organiser des conférences. Les organiser, ce que fait Fred. Et ce que les gens qui ont organisé cette conférence font. N'imaginez pas que ça tombe du ciel et que c'est évident. C'est d'une complexité. Vous avez aussi le pouvoir de soutenir les gens qui se bougent. Et ça, n'imaginez pas que on est devant vous et qu'on est solide, on est costaud et c'est génial et nous on s'amuse. Moi je prends sur le temps, comme vous tous je pense, sur mon temps familial, j'ai 2 enfants. J'ai une femme qui ne me voit plus depuis des années. Je pense que comme vous, eh bien vous donnez énormément de votre personne. Mais le fait de soutenir aussi des gens, des lanceurs d'alerte, des gens acheter des bouquins, des choses comme ça, c'est pas pour engraisser quelqu'un. C'est évidemment faire connaître l'information, la diffuser, donner confiance. On doit tous se soutenir mutuellement. C'est important. Soutenir les initiatives comme celle que Fred fait. C'est pas grave si on a moins de monde. Et bien demain, il y en aura encore plus. Il est là, vous voyez, c'est pas juste je dois faire partie d'un parti, je dois m'engager politiquement. Vous avez 1000 manières d'agir.
1000 manières. Et la démocratie, il y a aussi quelque chose que nous devons tous comprendre. La démocratie, ça ne se théorise pas. La démocratie ne s'écrit pas dans un livre. La démocratie, elle se vit, elle s'expérimente et elle doit créer du réel. La majorité des citoyens, la majorité, cherchent des appuis concrets sur lesquels ils peuvent s'appuyer en disant « Ah, eux ont eu le courage de le faire, ça existe, ça marche. » Saillant. Saillant est la seule commune de France, la seule sur les 36 000 communes. Eh bien, savez-vous combien de listes citoyennes s'appuyant sur Saillant se présentent aujourd'hui, enfin, dans les prochaines semaines aux élections municipales? Le savez-vous? 1200. 1200 listes citoyennes. C'est parti de quoi? De courageux qui ont essayé à Saillant. Ah, c'est pas parfait. C'est pas le meilleur des mondes, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais au moins, c'est un laboratoire. Et ils ont pu dire à ces listes citoyennes, venez, regardez, franchement, ça a été dur ici, là, et là, et là. Ne faites pas les mêmes erreurs. Nous, on s'échange avec les Suisses. Moi, je voyage beaucoup. Il y en a plein, même en Californie ou ailleurs, qui me disent, ne faites pas cette erreur sur le RIC. Ne faites surtout pas ça. On a été coincés, ça a été une impasse. C'est ça qui est important. Il faut aller se documenter, chercher de l'information et la diffuser. Merci. Moi, perso, je suis convaincu par le RIC, il n'y a pas de problème. Après, le truc, tout à l'heure, vous parliez des méthodes pour y arriver, des stratégies. On parlait d'une quinzaine de stratégies, la plus sympa, la plus radicale, quoi, pour essayer d'obtenir le RIC. Donc, on n'a pas passé beaucoup de temps là-dessus. J'aurais voulu savoir un peu quelles étaient ces stratégies. Et puis, bon, bah, après, quand on voit là ce qui se passe là avec un 49.3 qui risquerait de passer, pour le faire, c'est un peu suicidaire pour eux. Ils vont le faire. Ouais. Tout en sachant que là, ça fait un an que les gilets jaunes, bon bah voilà, quand on sort dans la rue, on manif, bon, bah, c'est bien, on n'obtient pas satisfaction. L'année d'après, c'est les syndicats qui enfin s'y mettent, mais qui sont pas capables de tous se mettre en grève en même temps. Enfin, moi je pense qu'il faudrait se mettre en grève sur une période de ne serait-ce qu'une semaine, mais tous en même temps, massivement. Il faut vraiment tout bloquer au lieu de faire ça pendant des jours et des jours, 50 jours, et puis bah, les gens ils perdent leur pognon, c'est un truc de fou. Malgré ça, s'ils arrivent à passer le 49.3, bon bah ce sera quelque chose. Mais c'est pas ils arrivent, ils vont le faire. Hein. Ouais, bah, c'est quelque chose qui reste. Donc les grèves ont été faites plus ou moins pour rien. La prochaine fois, du coup. Non, je n'ai pas fait pour. Non, mais attends. Moi, ce que je me dis, c'est que la colère des gilets jaunes, elle n'est pas rentrée, c'est pas parce que les gens sont rentrés chez eux qu'ils sont plus en colère. La colère des gens qui font les grèves, c'est pas parce qu'ils rentrent chez eux que la colère va être terminée. La prochaine fois, la passe en 49.3, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que il y aura quelque chose qui va déclencher une nouvelle colère, évidemment, parce que tellement ils s'en tapent, tellement ils se foutent du peuple. Au bout d'un moment, il y a bien une colère qui va se redéclencher à un moment donné sur quelque chose. Peut-être, je me dis peut-être que c'est ce moment-là qu'il faudra attraper pour réussir à imposer le RIC, je ne sais pas. Mais jusqu'où on va aller comme ça, quoi. Alors, on peut, le schéma que vous venez de décrire, on peut le continuer 70 ans encore. Voilà. Et je dis 70 ans en étant large, parce qu'on pourrait même penser à 120 ans, 140 ans. Le combat pour le droit de vote des femmes, c'est 80 ans. C'est des suicides. Alors évidemment, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais il y a des femmes qui se sont suicidées pour obtenir le droit de vote. Il y a des femmes qui ont brûlé des édifices, qui ont même séquestré des capitaines d'industrie. Peu de gens le savent. Et bon, ça s'est fait comme ça. 80 ans, et en plus, ils l'ont même pas obtenu de manière légale. C'est qu'on a été un des derniers pays à le faire, on était la risée de tout le monde, et puis bon, voilà, il était temps de le faire. À côté de ça, moi, mes grands-parents, ils étaient algériens, et on n'a jamais eu le droit de vote. Jamais. Parce que les métèques, les indigènes n'avaient pas le droit de vote. Donc, il y a des combats comme ça qui peuvent durer très très longtemps. Ensuite, les manifestations, ce genre de choses, aujourd'hui, ils sont en contre-fiche, je vous le dis franchement. Pourquoi ? Si on fait une heure de manif, on fait un petit tour de centre-ville, quand je vois ici sur Angers, c'est pas très grand,
Oui, mais même brûler, casser les choses, c'est pas gênant. Aujourd'hui, ils ont un protocole. Ils ont un mode d'emploi. Imaginez-vous bien qu'il y a des gens qui, à Hong Kong, c'est quand même incroyable, et je parle de gens qui avaient le pouvoir, hein, ont appliqué le protocole macroniste. Vous imaginez ce que ça veut dire? Voilà, on ne va pas considérer que la Chine est une démocratie noble et aboutie. Ils ont utilisé le protocole macroniste, et donc le protocole macroniste, lequel était-ce? Police, médias, pourrissement. Eh bien, ça marche. Oui, justice, bien sûr. Et ça marche. Ah, justice. Qui aujourd'hui s'est offusqué de la loi travail? Aujourd'hui, s'ils s'en fichent, c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux dans la rue. Ça, c'est pas les syndicats, c'est tous les travailleurs qui ne veulent pas sortir dans la rue. Quand tout le monde s'est d'accord, ils s'en fichent en plus. On n'a jamais dépassé 1 million. Voilà. Mais il ne suffit pas de le dire. Non, mais il y a des copains gilets jaunes qui me disaient au départ, tiens, on n'a jamais été si nombreux. On était 3000 à Angers. Oui. Moi, j'ai vu des manifestations de 20 000 personnes. Et ça n'a pas suffi. Bon, on est combien de monde à travailler en France? Oui, mais là, vous êtes en train de faire un constat. 24 millions. Vous déplorez le constat. Il y a 2 millions de personnes qui se sont mis dans la bagarre. C'est ça le vrai problème. Oui, vous déplorez le constat. Le constat d'échec que nous n'arrivons pas à mettre plus d'1 million d'individus dans la rue. Ok, bah ça c'est un constat. Je veux dire, on va pas chipoter sur les chiffres. On n'arrive pas à mettre 1 million. Aujourd'hui. Pour l'instant. Oui. Pour l'instant, bah, demain vous verrez, la loi travail, je veux dire, ils ont fait le 49.3, tout le monde a levé les mains au ciel, et la loi travail est passée. Et c'était le gouvernement de Valls. Et Macron est arrivé après. Et ils feront le 49.3, et tout le monde dira c'est dégueulasse, nous ne sommes pas en démocratie, et après, ils passeront les choses. Voilà. Et moi, la question que je me pose, c'est que... Mais tout le monde sera dehors, mais quand, madame? Ah, ben voilà. Oui, très bien. Bah alors, mais vous espérez ça, et moi aussi, admettons, j'aimerais bien. Mais moi je l'espère depuis le 17 novembre 2018, et je m'aperçois que les oppositions structurées, qui auraient pu suivre ce mouvement populaire qu'ils réclament à corps et à cru, tous, que ce soit le Parti communiste, que ce soit le Parti socialiste, que ce soit les syndicats, que ce soit il n'y en a aucun qui a suivi. Aucun. Et il est évident que Macron s'en est emparé. Et maintenant qu'ils arrivent en disant écoutez-nous, les gilets jaunes c'était de la merde. Je résume, parce que c'est pas tout à fait ça. Nous sommes structurés, regardez nos manifs, il n'y a rien qui se passe, etc. Et que c'est manipulé par le gouvernement. Les partis traditionnels, entre guillemets, ils trouvent leur compte. Et malheureusement, nous ne sommes pas capables, parce que nous sommes dans une logique de ras-le-bol de tous ces gens-là, de rejet de tous ces gens-là. Nous ne sommes pas capables, de structurer une troisième voie. Et le fond du problème, il est là. Et c'est vrai que moi, je le dis sans arrêt depuis 1 an et demi. Nous sommes le nombre sur le papier, et qu'aujourd'hui, la seule révolution sont capables de faire les gens, parce que ça se retourne contre nous, les réseaux sociaux. C'est que je le dis souvent, et mesdames, c'est pas contre vous. Le principal geste des gens pour faire la révolution, c'est ça. Je like. Je like. Et quand il y a 2 millions de personnes qui ont liké, ils ont l'impression d'avoir fait leur boulot. Et qu'il y a aussi un problème émotionnel, je le dis toujours. Moi, j'ai lancé depuis 5 ans une pétition sur le casier judiciaire vierge. Tout le monde me dit que c'est bien. Je n'ai que 258 000 signatures. Lui, il a lancé une association qui s'appelle Objectif RIC. Il devrait être 1 million. Ils sont à peine 500 adhérents. 70. Et à un moment donné, on se pose des questions. Par contre, je jette un chat contre un mur. 5 millions de signatures en 48 heures. 3 équipes de citoyens qui se montent pour retrouver l'adresse du mec. Je m'appelle Nabila. Allô, non mais quoi? 5 millions de vues en 48 heures. Aujourd'hui, il y a un mec qui se fait éborgner, qui prend un LBD en pleine gueule. Ça devient banal. Donc là, il y a un problème par rapport au nombre, où il faut se poser la question. Il y a un problème par rapport aux réseaux sociaux, où les gens font la révolution dans leur canapé. Et je ne les critique pas. J'essaie de les faire sortir du canapé. Donc je ne les enfonce pas. Je dis qu'il va qu'on trouve d'autres méthodes de combat. Et il y a des méthodes de combat par Internet, il y a des méthodes de combat devant son ordinateur, il y a plein de méthodes de combat. Moi, je dis à Martinez, pourquoi, bonhomme, tu t'arranges pas puisque tu diriges le syndicat des PTT, que les mecs ne distribuent plus les lettres
dans les machins? Pourquoi on a tous des hackers autour de nous? Pourquoi on n'arrive pas à cibler ces gens-là? Parce que tu peux le faire à 50. Mais c'est pas dans le truc, c'est pas dans le tuyau encore. Ce genre de combat, entre guillemets, ils n'arrivent pas encore à le prendre. Mais il va falloir qu'on s'y mette. Parce que les combats d'arrière-garde, de descendre dans la rue quand les gens n'ont déjà pas de pognon, etc., si on ne le fait pas de façon massive et de façon uniforme sur l'ensemble du pays, ça ne marchera pas. Et moi, je pleure quand je vois le syndicat des camionneurs, qui est un syndicat progressiste, qui dit « on va bloquer Paris, tiens, je te fais une petite réduction sur le gasoil, je rentre ». Je pleure quand je vois le syndicat des VTC, qui dit « moi, je gueule, je te donne un petit truc contre les Uber, tu rentres ». Je pleure quand je vois le syndicat des ambulanciers, qui dit « moi, je vais tout casser », et puis qu'en fin de compte, on leur file une petite miette et ils rentrent chez eux. Alors que si les camions avaient été là, si les ambulances avaient été là, si les pompiers avaient été là, en 48 heures, le gouvernement y tombait. Non, mais... Non, c'est juste un constat. Je les accuse pas. Mais je continue à avancer. Voilà. C'est un constat. C'est pour ça que lorsque l'on propose des voies alternatives, que sont les voies peut-être plus longues, plus lentes, eh bien nous avons fatalement, et c'est normal, je peux pas le nier, une masse d'individus qui nous opposent de « c'est trop long, c'est trop lent, mais ça ne marchera pas, et on n'y croit pas ». Mais si moi je leur disais « mais votre histoire de manifestation, votre histoire de grève ne marchera pas », ça les vexerait tout autant. Mais moi je les laisse y croire. Moi j'essaie de fédérer autour de l'idée que le changement d'une société ne se fait pas par un mouvement de tectonique, de plaque, clac, qui claque d'un coup, de rupture. Je n'y crois pas. Mais vous y croyez, et c'est beau. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est juste possible, est-ce qu'il est possible de présenter d'autres alternatives que celles qui ne fonctionnent pas depuis 45 ans? C'est l'histoire du monde depuis 2000. Mais pas en France. Mais arrêtons de l'histoire du monde. Bon alors, écoutez. Donc, militer et essayer de convaincre les gens que seule la grève est la seule option. Et vous irez d'échec en échec, puisqu'en face de vous, je vais vous expliquer ce qui se passe en face de vous. Écoutez-moi. Vous avez des gens qui aujourd'hui se sont totalement extraits du service public. Vous parlez de super riches, moi je parle de super riches. Des gens qui n'ont pas besoin de prendre les transports en commun. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'ont pas besoin des hôpitaux publics. Ils ont des cliniques. Et demain, si les routes sont dégueulasses, ils prendront un hélicoptère. Il est où le problème? Et leurs enfants iront dans les meilleures écoles du monde. C'est pas un problème pour eux. Donc, essayer de concevoir une seule seconde que ces gens-là ont créé un monde qui les sert. Vous comprenez ça? Qui les sert. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Vous manifestez autant que vous voulez, demain, vous pourrez avoir des trains et des voitures, des VTC, etc., qui rouleront seuls, sans individus. Et la manif de quoi? La grève de quoi? Non, mais ça, c'est important, madame, parce que vous ne pouvez pas juste le nier. Je sais très bien ce qu'il pense, Besson. Il va créer un truc dans l'espace, il investit d'ailleurs. Mais moi, je vous parle même pas de ça, moi. Mais moi, je vous parle même pas de ça, moi. Je vous parle même pas de ça. Non, mais vous n'avez pas raison. Bien sûr que j'en ai pas. Alors, écoutez. Soyez convaincus de votre voix. Bon, on va en terminer. Est-il possible d'entrevoir d'autres options? Je vais juste, si je peux avoir le mot de la fin. Mais du coup, on n'est pas droit parce qu'on en a 14. Hein. Alors, un petit condensé, c'est que, en fait, moi, celle qui a ma préférence, je vous le dis franchement, c'est celle du municipalisme. Mais elle est très longue, elle est très lente, parce que ça passera par la conscientisation territoriale, donc la multiplication d'expériences démocratiques sur le territoire français, la multiplication des initiatives locales, pour que les gens comprennent ce qu'implique la démocratie, pour qu'ils comprennent qu'un chef ultime qui a la solution à tous les problèmes ne peut pas exister. Parce qu'il ne suffit pas de le dire et encore une fois de le théoriser, les gens ont besoin de concret et de côté pratique.
Donc oui, désolé madame, pour moi, le combat, il est institutionnel. Il est juridique. C'est sur ça que je vais... et il est sur la conscience. Donc la formation des gens, l'élévation morale, l'élévation de leur niveau de conscience. Ah bah oui, c'est sûr, ce ne sera pas aussi rapide que de faire une grève. On est d'accord. Et moi, ça mettra peut-être 10 ans. Mais je vais être très franc avec vous. Faisons un peu de politique fiction. Dans 2 ans, Le Pen passe. Croyez-vous une seule seconde, mais une seule seconde, qu'il y aura plus de gens dans la rue qu'aujourd'hui? Oui, peut-être. Que se passera-t-il pour les forces de l'ordre? Croyez-vous une seule seconde que les forces de l'ordre se comporteront différemment que ce qu'elles font aujourd'hui? À Vichy, vous inquiétez pas, hein, tous les objecteurs de conscience, tous ceux qui s'opposaient à la politique de Vichy, ils ont été dégagés. Hein. Et ceux qui restaient, c'est ceux qui faisaient allégeance. Quand aujourd'hui vous avez un corps comme la police qui vote à 70% pour le Front National, que pensez-vous que demain ils feront? Mais ils vont nettoyer la France et ils sauveront la République. Et qu'est-ce que vous pensez que les médias vont faire? Eh bien, ils mettront des journalistes, des éditorialistes qui partagent et qui diffuseront l'information. Il n'y a aucun souci. Donc, vous aurez plein de gens dans la rue, peut-être 2 millions d'individus dans la rue qui seront martyrisés, mutilés, emprisonnés. Et alors? Eh bien, ce jour-là, les gens... Non, mais je suis en train de vous dire le contraire. Je suis juste en train de vous dire le contraire. Alors, je vais prendre la parole si vous me permettez, parce que j'ai pas ouvert depuis tout à l'heure, j'ai laissé passer mon tour, et puis on va finir un petit peu, vous avez commencé à se faire tard. Moi j'ai plusieurs choses à vous dire, concrètement, il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites. Maintenant, tant que les gens ne se remettront pas en cause, personnellement, ça ne changera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on pensera pognon, et je l'ai entendu plusieurs fois encore ce soir, tant qu'on ne pensera pas solidarité, et je l'ai vu avec les syndicats, je l'ai vu avec les Gilets jaunes, et je l'ai vu avec tous les corps de lutte, on n'arrive pas à avancer ensemble, on n'arrive pas à se synchroniser. Donc l'idée, je vais te rejoindre, si on a vu 44 millions d'actifs dans la rue, ça aurait bougé les choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont capables de travailler ensemble? On l'a vu au sein des Gilets jaunes, ça a été que de la division, ça a été que des égos de massifs. Moi j'ai raison. Et là je l'ai encore vu ce soir. Moi j'ai raison. C'est qu'on n'est pas capable d'entendre l'autre dire lui il peut peut-être avoir raison, puisqu'on ne l'a jamais essayé. J'entends beaucoup de retours au passé. Mais le retour au passé, on a vu ce que ça a donné. Peut-être qu'il faut aller de l'avant. On n'a jamais eu de RIC, et pourtant le RIC il a été inventé par des Français. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut peut-être se reposer la question, est-ce qu'on n'est pas capable, à un moment donné, de se mettre ensemble et de se mettre d'accord ensemble pour dire, on va dans cette direction, même si j'y crois pas, j'essaye. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'histoire de la lumière. Concernant la lumière, qu'est-ce qu'a fait Macron quand on était dans la lumière? Son gouvernement, les préfets, les maires, ils ont détruit les cabanes, ils nous ont empêchés de manifester, ils ont voulu nous rendre invisibles. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est nous rendre invisibles. Si aujourd'hui on prend, imaginons qu'on arrive à mettre en place, je dis bien imaginons, on n'est plus invisible parce que c'est les citoyens qui vont pouvoir décider. Moi ça n'a jamais été fait, et j'ai bien envie de le tester, ce RIC. Parce que moi je l'ai demandé, dans les premiers mois je l'ai demandé ce RIC. Maintenant il faut que tout le monde avance ensemble. Toutes les actions sont bonnes, ça c'est quelque chose que j'ai noté, que j'ai fait. Je crois que j'ai assez prouvé à tout le monde ici, tout le monde me connaît. J'essaye tout ce que je peux pour éveiller les consciences. Je fais du lien depuis 1 an et demi à travers toute la France. J'en ai fait avec Chemillé, j'en ai fait avec Rouen, j'en ai fait avec Rennes. J'ai des contacts un peu partout. Et ces contacts, ces liens, ils me servent à quoi? Ils me servent juste à éveiller les consciences. Donc en fait, on est tous en train de faire de l'éveil de conscience, on est en train de tous s'informer. Et moi, je suis très fier de voir Didier là. Après la discussion qu'on a eue sur le fameux peuple, le peuple c'est quoi? Mais le peuple en fait c'est tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des fachos, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont contre nous, il y a des personnes qui sont avec nous, mais toutes ces personnes-là, quand elles vont aller voter pour le RIC, mais elles ne forment pas qu'une seule voix. Ce qui forme la voix, c'est la voix du peuple, c'est la voix de tout le monde va pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui on ne peut pas s'exprimer, on n'a même pas cette chance, alors qu'on a inventé le RIC. Donc moi je trouve ça dommage. Après, il faut que chacun agisse avec ses moyens. Alors je t'entends Muriel, je dis mais comment on fait? Ce que tu fais c'est déjà génial. Ce que je fais c'est déjà génial. Ce que je fais moi, aujourd'hui je sais que tout le monde n'est pas capable de le faire.
Moi, il y a des actions où j'arrive, on me dit vas-y Fred, prends le micro. Je prends le micro. Mais des fois, ça me dérange parce que j'ai pas envie. Mais je le fais parce que je sais que moi, j'en suis capable et d'autres ne le sont pas. Mais par contre, d'autres personnes, elles vont faire autre chose, elles vont faire de l'organisation. Donc ça veut dire que chacun, à notre niveau, on a un éveil de conscience à avoir et à proposer aux autres pour que tout le monde puisse agir à son niveau. Et comme tu l'as dit, tu vois beaucoup de choses changer. Donc ça veut dire que les choses, elles se passent aussi bien dans la rue que quand tu es chez toi. Donc moi, je voudrais quand même remercier tout le monde d'avoir interagi. J'aimerais remercier nos deux intervenants, donc Philippe Pasco et Hakim Nouri. Je voudrais remercier vraiment, ça a été une journée extraordinaire. Encore, même s'il y a eu des altercations, même s'il y a eu un échange, un débat un petit peu houleux, mais c'est constructif. Pourquoi? Parce que chacun a la parole enfin. Chacun a droit à la parole, chacun peut s'exprimer. Et c'est ce qui nous manquait. Et malgré ces 1 an et demi où l'État a voulu nous faire taire, nous invisibiliser, et ben on a encore la parole, on arrive encore à s'échanger. Et quoi qu'il arrive, c'est le peuple qui gagne à la fin. Merci. Merci à vous. Thank you.